Je remercie beaucoup Eric pour son invitation. En 1999, à la faveur d'une élection partielle, je deviens maire de la commune de Langouette et je propose à mes collègues de travailler sur cette notion de développement durable qui, il y a 20 ans, était étrangère au langage politique local. On parlait pas de ça, c'était une terminologie un peu théorique. On parlait un petit peu de cadre de vie et encore le cadre de vie consistait en gros au fleurissement du village. Donc cette notion de développement durable était déjà plus politique que la notion de cadre de vie. La première décision qui était une intuition, parce qu'à l'époque nous ne savions pas par quel bout prendre les choses, c'était de ne pas avoir d'adjoint ou d'adjointe au développement durable, puisque nous avions l'aspiration que toute décision qui serait prise par le conseil municipal soit proposée, amendée, décortiquée en fonction de cette question du développement durable. Comme c'était une question théorique, comme c'était une approche théorique, nous l'avons transformée dans notre commune par des challenges. Est-ce que l'on peut, oui ou non, se passer d'énergie fossile? Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire du logement social très écologique? Est-ce qu'on peut, oui ou non, avoir une restauration 100% bio? Est-ce que l'on peut, oui ou non, avoir une mobilité décarbonée? Est-ce que, oui ou non, nous pouvons produire notre propre énergie? Donc, c'était autant de challenges et autant de réponses à trouver. Et évidemment, en 20 ans, il y a 20 ans de ça, c'était extrêmement complexe. Ça l'est toujours, mais beaucoup moins. La politique, c'est d'avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment. Donc, de décision en décision, de fil en aiguille, nous sommes arrivés à avoir une cantine 100% bio. Tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique depuis 8 ans maintenant. C'est la première cantine bio, 100% bio, qui a été faite en France. Nous produisons 100% de notre électricité pour les bâtiments publics. Nous avons créé du logement social très écologique avec des performances thermiques en particulier, où nous sommes arrivés dans les dernières opérations à avoir 0 € en besoin d'énergie extérieure. Nous avons travaillé sur une mobilité décarbonée. Bref, nous sommes arrivés, si vous voulez, au fur et à mesure, à augmenter les performances environnementales. Sauf que l'on s'est aperçu, au bout d'un certain temps, que la notion même de développement durable était une notion non suffisante et qu'elle nous amenait surtout à essayer dans la pratique d'être le moins impactant possible pour la santé et l'environnement. Donc, toutes nos décisions ont été prises pour essayer d'être le moins impactant possible. Mais ça devenait un concept un peu fade, utilisé par tout le monde et qui ne portait pas suffisamment le projet politique. Donc, nous avons proposé un challenge nouveau que nous avons soumis aux élus, bien sûr, mais surtout aux habitants. Est-ce que nous pourrions dorénavant avoir des constructions en particulier qui non seulement n'aient aucun impact sur l'environnement et la santé, mais soient éco-bénéficiantes, qui apportent un bénéfice à l'environnement et à la santé? Donc, qu'est-ce qu'une maison qui apporte bénéfice à la santé et à l'environnement? Qu'est-ce qu'un aménagement urbain qui apporte des réponses énergétiques? Qu'est-ce qu'un aménagement urbain qui pose les problèmes de biodiversité, de liaison avec la biodiversité, d'augmentation, d'amélioration de la biodiversité? Qu'est-ce que c'est que du logement ou de l'aménagement urbain qui augmente, qui réduisent en tout cas, qui nous amène en tout cas à avoir une eau pure, par exemple, à la rivière? Comment on peut avoir des bâtiments qui dépolluent l'air à l'intérieur et à l'extérieur? Bref, c'était des challenges intéressants, autant pour les élus que pour les habitants, puisque nous ne savions pas comment nous allions nous y prendre. Nous n'avions pas d'idée de solution, si vous voulez. C'était des challenges. Ce qui a comme avantage extraordinaire, c'est de mettre tout le monde au même niveau d'incompétence, ou en tout cas au même niveau de compétence pour trouver des solutions sur quelque chose que personne n'a encore vu, ou en tout cas que personne ne sait comment ça peut se dérouler dans les faits. On a l'habitude dans la commune de dire qu'une commune, si vous voulez, c'est comme un chaudron. Ça bout toujours par sa base, jamais par son couvercle. Donc on fait bouillir la marmite, on fait travailler les habitants. Rien ne n'empêche, bien entendu, d'avoir un peu d'épices, un peu de sel, un peu d'expertise. Mais cette expertise, elle arrive en cours de route.
c'est celle que nous a amenée Eric et son équipe, parce que effectivement, il y a des sujets qui demandent, qui ont des solutions techniques et qui amènent absolument à avoir une expertise. Mais l'expertise, elle n'est pas en amont. Il y a une interdiction chez nous totale, c'est l'usage des PowerPoint. Parce que les PowerPoint, c'est une pensée du haut vers le bas. C'est une pensée pyramidale, c'est une pensée jacobine, qui fait que généralement on décline un certain nombre de solutions et on préfère plutôt travailler sur un cadre politique assez fort, comme cette démarche d'économie circulaire à impact positif, donc d'avoir une éco-bénéficience dans l'ensemble de nos décisions, un cadre sans contenu. Donc le contenu est à élaborer, est à rechercher, est à amender, est à explorer et est à regarder aussi ailleurs, bien entendu. Souvent, aller regarder ailleurs, c'est ce qu'il y a pu faire. Donc, quand dans cette expertise, au cours de cette expertise, Eric organise avec la région Bretagne une visite dans le parc 2020 à Amsterdam, on s'aperçoit que des chefs d'entreprise sont capables de concevoir des bâtiments aujourd'hui qui ont zéro déchet, zéro carbone, zéro besoin en énergie et qui non seulement sont avec des matériaux locaux, des matériaux recyclables, mais que ces matériaux, en fin de parcours, seront 100% récupérables. Plus rien ne partira à l'incinération, plus rien ne partira à l'enfouissement. Et ça, c'est une notion extrêmement intéressante parce que une maison ou un bâtiment, au fur et à mesure, en définitive, que le temps passe, ces bâtiments conservent une valeur puisqu'il y a la valeur intrinsèque du matériau qui devra donc être accessible dans 100 ans peut-être, mais qui devra être en tout cas toujours renouvelable et qui permet aussi de faire évoluer l'habitation ou l'équipement public en fonction de ce qui peut se passer en termes climatiques, mais aussi en termes d'usage. Et on peut ainsi jouer avec les matériaux. Donc, l'ensemble de ce projet, si vous voulez, nous a amené à travailler d'abord sur les questions d'un impératif d'une radicalité qui est de ne prendre aucun mètre carré de terre agricole, c'est-à-dire et de biodiversité, bien entendu, c'est d'essayer de voir si dans l'emprise urbaine, dans le foncier urbain, il y avait moyen de reconstruire le village sur lui-même. Donc ça, c'est un impact très important. Deuxième, ça a été, est-ce que l'on peut faire des maisons qui soient éco-bénéficiantes, comme je disais tout de suite. Et là, nous avons travaillé avec une entreprise qui s'appelle eLoft, qui déjà avait des maisons de très grande qualité, des maisons en bois, et qui a accepté de changer son process avec l'appui de l'architecte Bernard Mingui pour transformer le process de construction de telle manière à ce que, d'une part, ça soit des matériaux biosourcés locaux qui soient utilisés, et d'autre part, que l'ensemble de cette maison puisse être entièrement démonté, que chaque matériau qui constitue la maison soit un matériau qui re-rentre dans un processus et où il n'y a aucune perte de matière première du tout. Donc cette entreprise a accepté de travailler. Nous avons travaillé sur des maisons sans fondation, nous avons travaillé sur des maisons avec des toilettes sèches, donc qui là aussi n'impactent pas, mais non seulement n'impactent pas, mais ont une valeur, notamment en phytoépuration, de capacité à générer aussi de la biodiversité. Et nous avons évidemment aussi travaillé sur ce que nous permet dorénavant la loi, c'est-à-dire l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective, qui nous permet aujourd'hui d'être la première commune de France à produire de l'énergie pour ses habitants via un partenariat avec le syndicat d'électrification. Donc nous arrivons, si vous voulez, à des solutions, nous arrivons aussi à des impasses, c'est-à-dire... Enfin, on arrive à des solutions, par exemple aussi, c'est de lier la maison avec l'autonomie alimentaire du ménage. Comment on va faire pour qu'une famille puisse trouver la capacité de s'alimenter par le jardin ou les jardins potagers, qui soient partagés ou non. Dans la démarche que nous avons fait avec Eric, les habitants se sont aperçus, si vous voulez, que pour manger, il fallait faire ses courses. Et que s'il arrive quelque chose, une crise, coronavirus, une crise atomique, une crise sociale, une crise de l'énergie, et que je ne peux plus aller faire mes courses, je suis totalement dépendant de l'extérieur et je ne sais plus
faire mon potager. Je ne sais plus comment cultiver mon jardin. Et ce n'est pas la veille d'une catastrophe que je vais commencer à savoir utiliser mon jardin. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez anxiogènes et que nous avons transformées en dynamique sociale et territoriale jusqu'à comment désaffecter l'ancien terrain de foot qui est devenu donc une ferme permacole qui a deux fonctions aujourd'hui, une fonction de production évidemment d'alimentation pour les habitants et la cantine municipale, mais également qui est un centre de formation à l'art et la manière de faire son potager, l'art et la manière de faire les produits par soi-même, l'art et la manière de faire de la cuisine aussi avec des produits locaux. Donc, on arrive à beaucoup de choses. On a des impasses. Par exemple, qu'est-ce qu'une mobilité qui dépollue? Nous n'y sommes pas arrivés. Nous sommes restés à mi-chemin. On a eu quelques expériences qui n'ont pas été concluantes sur le plan de la faisabilité, mais on en est resté donc à l'organisation d'une flotte de véhicules en autopartage, qui est la première expérience dans le secteur, avec également des vélos à assistance électrique, mais ça reste quand même quelque chose d'assez impactant sur le plan du bilan écologique général. Donc là, nous ne sommes pas arrivés encore à une progression. La deuxième difficulté dans laquelle nous sommes, qui est une difficulté incroyable parce qu'elle est simplement due à nos propres décisions et à nos propres schémas d'urbanisme, c'est autant nous avons réussi à faire des maisons sans fondation, autant l'ensemble des réseaux, que ce soit des réseaux d'eau, que ce soit des réseaux électriques, que ce soit les réseaux téléphoniques, tous ces réseaux, la loi nous oblige à les enterrer. Or, enterrer ces réseaux, ça a un coût absolument écologique, absolument énorme. Et donc là, on n'a pas pu déroger à des règles qui sont des règles d'urbanisme. J'ai essayé de le faire au sein du plan local d'urbanisme, en essayant de dire, mais laissez-nous, laissez-nous rendre apparents nos réseaux. Nous avons des solutions. Nous sommes allés voir à Berlin à quel point ces réseaux étaient laissés en extérieur et pouvaient créer un design d'un quartier entier, parce que bien sûr ça pose des soucis de sécurité, de maintenance et tout ce que l'on veut, mais ce sont des problèmes qu'on peut facilement résoudre. Et là, on a pris l'habitude de creuser, on a pris l'habitude d'enfuir, on a pris l'habitude que ça ne se voit pas, et on réfléchit de façon très brutale, en tout cas pour les questions environnementales et des questions de biodiversité. Donc, on a des maisons sans fondation, mais il y a beaucoup de fondations pour faire arriver, au final, les différents réseaux. Nous avons aussi quelques difficultés dans l'aspect systémique des choses, c'est-à-dire par rapport à l'eau, par exemple, nous sommes toujours devant une inquiétude. C'est pour cette raison que j'ai pris d'ailleurs l'arrêté comme protégeant les habitants des pesticides, parce que le village de Langouette était présenté dans beaucoup de littérature comme un village exemplaire, l'Eldorado écologique, le village gaulois écologique, 100% écolo, 100% circulaire, etc. Mais moi, en tant que maire, je voyais bien la biodiversité disparaître. Je voyais bien les papillons, les hérissons, les abeilles disparaître depuis 20 ans dans le paysage de la commune. Et surtout, je voyais que les maladies professionnelles des agriculteurs étaient aussi des maladies des riverains. Le cancer, maladie de Parkinson, etc. Comment être qualifié d'un des villages les plus écologiques de France si cette question fondamentale des pesticides dans l'air que l'on respire et qui sont aussi dans l'eau n'est pas résolue? Donc, nous avons tenté une métamorphose de l'agriculture, nous avons réussi en partie, certains agriculteurs ont véritablement, à la faveur d'une succession de leurs parents, sont passés à une agriculture 100% bio, mais il y a une grande partie d'entre eux, la majorité d'entre eux, qui ont continué, bien qu'ayant pris aussi la succession de leurs parents, une agriculture chimique, intensive, laitière, qui ne produit pas du tout à manger pour les humains, qui n'a absolument aucun impact sur la nourriture locale, mais qui est une culture dédiée à des élevages intensifs de vaches laitières en particulier. Et là, j'ai voulu prendre, si vous voulez, un arrêté qui oblige un peu à faire bouger ces lignes-là.
Donc, j'ai créé une distance de 150 mètres des habitations, 150 mètres des habitations, interdiction de d'épandage des pesticides. Donc, ça éloigne quand même beaucoup des habitations, mais c'était basé là-dessus sur une analyse une étude qui avait été faite par Génération Future sur la distance d'éloignement des pesticides. Et dans cet espace, qui est un espace assez important, 150 mètres, c'est pas rien, de dire aux agriculteurs, dans ces 150 mètres, si vous vous passez de pesticides, nous prenons en charge les coûts, baisse de rendement, location de matériel de désherbage, cultures différentes, etc. Et là, si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'absolument étonnant. C'est qu'en mettant cet arrêté dans le débat public de Langouette, le syndicat majoritaire, la préfète se sont emparés de ce sujet pour interdire et traîner cet arrêté municipal, traîner devant le tribunal administratif au motif de son inégalité. Et nous défendons aujourd'hui, avec Corinne Lepage en particulier, l'idée que face à une carence avérée de l'État à protéger les populations des pesticides de synthèse, les maires sont habilités à le faire en lieu et place d'un État défaillant. Nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, d'autant que nous avons 120 communes aujourd'hui, dont Paris, qui nous ont rejoints, Sceaux également, parce qu'elles sont soumises aussi, alors qu'elles n'ont pas d'agriculture, elles sont soumises aussi à des problèmes de pesticides, notamment l'usage des pesticides dans l'entretien des copropriétés qui restent autorisées par la loi Labbé. Mon collègue, le sénateur Labbé, n'a pas pu faire passer ça au niveau du Parlement, et ça reste donc un trou dans la raquette de la loi qui fait qu'il y a un usage abondant de pesticides en milieu urbain, du fait des copropriétés, mais aussi bien sûr du fait des rames SNCF et RATP qui traversent de part en part ces agglomérations. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça a été une polémique extrêmement importante. J'en ai écrit un bouquin pour ceux que ça intéresse, aux éditions indigènes, parce que c'est l'édition de Stéphane Hessel, Indignez-vous, où je raconte tout ce qui a pu arriver avec la prise de cet arrêté. Mais je me suis aperçu d'une chose tout à fait importante, c'est qu'à partir du moment où vous faites de l'écologie qui n'embête personne, on vous dit c'est très courageux, qu'est-ce que vous avez vraiment, vous avez fait des choses, c'est incroyable, une si petite commune qui fait autant de choses, vous avez créé des réseaux, vous êtes dans plein de réseaux, vous avez signé le manifeste de la frugalité heureuse en architecture, vous avez fondé ou cofondé le réseau Bruden, Bretagne rurale, urbaine et développement durable, avec 172 communes quand même aujourd'hui engagées dans le développement durable. Donc vous le faites, c'est super, vraiment, merci pour vous, merci pour nos enfants, merci pour la planète. Mais quand vous vous attachez à quelque chose, vous attachez à quelque chose de fondamental, qui est les pesticides dans l'eau et dans l'air, c'est-à-dire à un modèle agricole, vous mettez en péril des intérêts qui se révoltent avec une virulence et une force tout à fait considérable, puisque même aux dernières élections, je ne me présentais pas aux dernières élections, mais une liste FNSEA s'est montée dans la commune et a gagné les élections d'une voix seulement à cause du scrutin uninominal, vous savez, les gens se règnent mutuellement, etc. Et donc, ça va être intéressant de voir puisque l'ensemble des candidats, 100% des candidats s'est revendiqué du projet écologique de Langouette en disant que c'était formidable, sauf sur l'aspect des pesticides. Et donc, on va voir comment ça résiste dans le temps et dans l'espace. Mais nous espérons beaucoup, nous savons beaucoup qu'il y a, à travers les démarches que nous avons faites, des démarches de coopération sur des sujets comme la démarche Cravel to Cravel avec les habitants, nous nous sommes formés en tant qu'élus, mais nous avons formé aussi les habitants à une certaine intelligence, je dirais, dans la décision, une certaine intelligence pour l'alternative, une certaine intelligence du côté pratique des choses. Et je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça va perdurer dans le temps et dans l'espace. Merci Daniel. Vous voulez rien ajouter? C'est bon? C'est bon. Sinon, écoutez, c'est parfait. Il nous reste à peu près 25 minutes si l'auditoire a des questions. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez enlever le muet de votre micro puis poser une question.
n'hésitez pas. Oui, la présentation sera disponible. Il y a une question qui est posée pour savoir si la présentation sera disponible. Le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site de psyclia.com dans les archives. On mettra en particulier l'aménagement qui a été fait sur un hameau qui a été réalisé par la société LBI, des promoteurs intéressants qui ont pris la succession un peu de leurs parents et qui, là aussi, on dit nous allons rentrer dans une démarche écologique forte et qui ont accepté la démarche Cradle to Cradle à 100%, mais non seulement ils l'ont accepté, mais ils l'ont fait avec la limite dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la limite des fondations des réseaux, sur lesquelles nous n'avons pas pu trouver de solution juridique. Est-ce que vous pourriez parler davantage de la solution que vous avez mise en place justement pour l'autoproduction et l'autoconsommation avec le tracker solaire qu'on a vu tout à l'heure à l'image? Oui, donc la loi de transition électrique qui date de 2015, appliquée en 2017, permet dorénavant aux collectivités d'être producteurs d'énergie, voilà, soit pour les habitants, soit pour les entreprises. Jusqu'à présent, nous étions producteurs d'énergie, nous produisions en fait 100% de notre électricité, enfin des besoins de notre électricité pour l'éclairage public et les bâtiments publics. Mais l'ensemble de cette électricité produite, avec des centrales de production, des toitures orientées sud, etc., 100% de cette électricité était vendue à EDF, parce que c'était la loi, c'est-à-dire les obligations d'achat d'EDF qui achètent donc cette électricité. Au début, quand nous l'avons fait, cette électricité nous était achetée 50 centimes d'euros le kilowattheure. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et donc nous avons à la fois deux intérêts à cette affaire, c'est-à-dire que nous mettons dans le réseau exactement ce que nous produisons, nous mettons sur le réseau exactement ce dont nous allons prendre sur le réseau. Et deuxième chose, c'est que nous avons des recettes qui permettent de financer 100% de notre facture électrique. Là, nous avons la possibilité maintenant de produire de l'énergie et de la vendre aux habitants. Donc, nous sommes rapprochés du syndicat d'électrification et nous avons créé un investissement. Donc, c'est le syndicat qui a investi 100%. Un tracker, donc, qui est un tracker solaire qui suit la lumière, qui est une sorte de tournesol qui suit la lumière du soleil. Et nous avons donc, par des dispositifs administratifs d'une très grande complexité, d'un point de vue physique, c'est très facile. L'électron produit localement est consommé d'abord localement, c'est-à-dire un électron va chercher un client le plus proche possible. Et donc, nous avons estimé que cette production devait être consommée localement et trouver donc des clients locaux. C'est-à-dire que le stockage est en fait pas nécessaire. Il faut que l'énergie qui soit produite puisse être trouvée consommateur de par la loi dans un rayon de 1 km autour de la production, puisque c'est la loi, et dans la mesure, et ça c'est la loi, c'est un peu idiot, mais ça a un intérêt malgré tout, que l'ensemble des clients se mettent dans une structure, la nôtre c'est une structure associative, et co-gèrent en fait la production d'énergie, l'achat de cette production d'énergie. Donc les habitants qui ont tous le compteur Linky que nous avons toujours défendu, parce que c'est une transition importante pour la transition énergétique, le compteur Linky se charge de faire savoir à chacun des clients combien d'électricité il a consommé du tracker et combien d'électricité il a pris à son fournisseur habituel. Donc c'est une façon, si vous voulez, pour nous de travailler sur cette notion d'autonomie qui est une notion importante pour le village. Autonomie, ça ne veut pas dire autarcie. Hein. Autonomie, c'est est-ce que si on peut produire de l'électricité locale, faisons-le. Et c'est une façon, bien entendu,
de répondre à la problématique du nucléaire, hein, qui est une énergie centralisée. Donc chaque territoire aujourd'hui peut, s'il le souhaite politiquement, produire tout ou partie de son électricité. Donc ça, c'est un élément important. Tout comme l'autonomie alimentaire est important, c'est pas l'autarcie, mais qu'est-ce qu'il est stupide d'aller acheter des pommes de terre de Toulouse alors que nous en produisons sur notre territoire avantageusement. Pourquoi mettre des produits sur la route alors que nous pouvons les consommer en circuit court? Donc ce sont des logiques dont on voit aujourd'hui l'énorme importance du fait du coronavirus. Hein, c'est quelque chose qui nous explose là à la figure, toutes ces difficultés, et qui rendent la notion de circuit court complètement pertinente, y compris sur le plan économique, mais aussi sur le plan, je dirais, de la participation que chaque collectivité de France devrait pouvoir contribuer, je dirais, à une politique énergétique, comme chaque collectivité de France devrait pouvoir contribuer à la souveraineté alimentaire de la région, du pays ou de son territoire. Oui, donc c'est le compteur qui permettait justement de pouvoir affecter les électrons et donc qui étaient produits et donc du coup établir les factures en fonction. Oui. Et vous avez travaillé avec Enercop en fait là-dessus, je crois, c'est ça? Alors Enercop c'est-à-dire qu'on essaye avec, alors c'est en cours d'expérimentation encore, mais les clients, donc habitants de la commune qui sont volontaires, partants, qui disent moi je veux bien acheter les électrons qui sont produits par la commune, nous leur garantissons un prix de 20 ans qui n'évoluera pas, alors que nous savons que sur les autres, c'est une augmentation de 5%. Donc, l'enjeu, je dirais, le jeu même, c'est que ces gens qui sont consommateurs de l'électricité communale se disent c'est tellement avantageux pour moi, il ne faut pas que je laisse partir l'électron. Il faut que je puisse l'utiliser à bon escient. Donc, s'il y a du soleil ce jour, je vais peut-être essayer de brancher ma machine à laver, je vais peut-être essayer de brancher ma voiture électrique, je vais peut-être essayer d'avoir que cette électricité, je vais peut-être faire en sorte que mon chauffe-eau soit branché à ce moment-là. En tout cas, je vais essayer de garder, de consommer cette électricité et je vais me coordonner avec les autres pour savoir quand les autres en ont besoin et comment ça se passe. Par exemple, j'ai grand espoir que l'été où on a beaucoup de production, de consommation, que la ferme bio qui est dans le kilomètre, qui se trouve être dans le kilomètre et qui a besoin d'un apport électrique à 5 heures pour la traite des vaches, puisse être un des clients à ce moment-là important. Donc, on va chercher à faire en sorte que l'électron reste consommé sur place, trouve un acheteur. Si d'aventure ça n'était pas possible, nous avons un acheteur final, terminal, qui est Enercop, qui dit, bon ben moi, vous n'avez pas consommé cette énergie-là, donc je suis d'accord de prendre le résiduel, et donc il est l'acheteur final en fait. Si d'aventure nous n'arrivions pas à consommer entièrement ce que nous avons produit. Donc c'est vraiment une vision systémique en fait qui crée de la valeur et qui crée de la valeur aussi bien économique, on a vu, que écologique, par une collaboration très agile de toutes les parties prenantes de ce type de réseau. Oui, parce que nous avons positionné les choses de telle manière, si vous voulez, à ce que, par exemple, nous savons que nous allons pouvoir le faire, mais avec la voiture électrique, avec la flotte de véhicules électriques, elles peuvent être évidemment consommatrices d'électricité, mais elles peuvent aussi stocker cette électricité et la remettre à un moment donné dans le réseau. Donc, on est au début de toute une dynamique systémique où tout est dans tout et réciproquement, et des choses ne peuvent pas être aussi facilement déconnectées les unes des autres. Et c'est pareil pour la ferme permacole, par exemple. C'est intéressant qu'elle réfléchisse à sa propre autonomie énergétique. C'est pas évident qu'il faille qu'elle se raccorde au réseau public collectif. Mais il va y avoir toute une réflexion, y compris, on l'a vu chez nous, en termes d'urbanisme, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'urbanisme n'a pas intégré la production d'énergie et la consommation d'énergie.
elle essaye de la mettre en place après coup. Hein. Et donc, les toits ne sont pas forcément bien orientés. Enfin, en tout cas, on ne le situe pas dans l'espace. On ne situe pas cette production d'énergie locale. C'est dommage, puisque l'électron, c'est physique, c'est pas politique, l'électron produit localement et consommé localement. Donc, ça fait des économies d'échelle, des économies de réseau. Ça soulage le réseau Enedis en général. Et donc, ça permet quand même d'avoir aussi de contribuer en définitive, que chaque territoire, chaque immeuble, je dirais, à la limite, peut contribuer à sa propre énergie, donc contribuer à l'énergie de tout le monde. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? N'hésitez pas. Soyez pas timide. Sinon, moi, j'en ai une autre en fait qui est liée au caractère extrêmement collaboratif que vous avez mis en place dans la conception. Justement, puisqu'à la base, en tout cas en 2017, quand on s'est rencontrés, vous aviez identifié un certain nombre de dents creuses donc, qui étaient abandonnées, ou plus ou moins abandonnées. Voilà, c'était un petit peu les dents creuses qu'il y avait à l'époque. Il y avait une dizaine de lots qui avaient été identifiés comme étant un petit peu en déshérence et qui constituaient un petit peu un poids pour la commune. Et donc, la réflexion, c'était de voir en fait quel rôle pouvaient jouer ces différents lots, comment on pouvait les connecter entre eux, les interconnecter, créer finalement un écosystème de parcelles avec peut-être des fonctions différentes qui puissent à terme pouvoir justement créer de la valeur. Donc ça, si vous voulez, c'est lié à une expérience que j'ai eu la chance de mener, puisque j'ai présidé l'établissement public foncier de Bretagne, qui se trouvait être en préfiguration, qui n'avait donc pas du tout d'action, et qui avait une mission cadre qui était très simple, très ambitieuse. C'était comment éviter l'étalement urbain, c'est-à-dire ne plus prendre de terres agricoles et de foncier de biodiversité. Donc, comment reconstruire les villes sur elles-mêmes, les villages sur eux-mêmes, en sachant que dans chaque village de Bretagne, mais aussi en France, hein, chaque grande ville a des dents creuses, des bâtiments abandonnés, des connexions laissées là comme ça. Et donc, nous avons, avec l'établissement public foncier, là vous le voyez sur la diapo, créé un référentiel foncier. Donc, le référentiel foncier, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et simple à faire. On prend simplement une carte Google Maps ou autre, et on regarde où se trouvent les dents creuses, etc. Et les élus, les habitants regardent s'il y en a d'autres. On redécouvre un petit peu son village en disant ben là c'est abandonné. Et l'établissement public, sur la base de ces repérages un peu physiques, en fait un deuxième, c'est-à-dire un deuxième repérage qui est ce qu'on va appeler la dureté d'acquisition de ce foncier, du foncier rendu disponible. À qui ça appartient? Est-ce que le propriétaire est vendeur? Est-ce que c'est pollué? Qu'est-ce qu'il y a comme dépollution? Là, par exemple, le lot 9, le lot 5 que vous voyez, c'est une ancienne forge. Donc, cette forge a produit de la pollution des sols. Donc, l'établissement public foncier fait une analyse comme ça de la dureté d'acquisition, de la dureté de rénovation. Et enfin, je dirais, fournit une indication qui est combien de logements nous pourrions faire, en sachant que l'objectif de l'établissement public foncier de Bretagne, c'est de faire une partie, en tout cas, jusqu'à 50% en tout cas d'une opération qui doit être en logement locatif social. Donc, on voit bien que on a une stratégie qui se met en place, c'est-à-dire que dès qu'il y a un foncier qui se libère ou qui peut se libérer, on va pouvoir le stocker grâce à l'établissement public foncier de Bretagne qui va acheter pour nous ce foncier parce que l'on sait, par exemple, que les fonciers 4, les fonciers 6 et 7, 6 et 4 qu'on vient d'acquérir, si cette emprise-là arrive à être communale, nous avons une emprise suffisante pour construire
un certain nombre de logements. Et donc, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une stratégie sur le long terme et de faire des choix politiques. Et puis également ce qui on a considéré que c'était très osé de notre part, et ça l'était, de mettre des contraintes importantes sur comment je dirais, des fonciers. Je pense aux fonciers 3 et 2, par exemple. Ces fonciers, nous avons mis des règles très importantes dans le cadre de PLUI pour contraindre en fait les choses. Le jour où il y aura un aménagement là, il sera obligé de respecter une démarche assez forte. On n'a pas pu le faire totalement, on aurait bien voulu mettre des éco-conditions sur les matériaux, mais la loi nous l'interdit. On aurait bien aimé mettre un certain nombre de choses sur le plan écologique. Alors on a quand même créé des zones UE quelque chose, je ne sais plus le nom exact, mais qui oblige à ce que l'ensemble de ces secteurs constructibles réfléchissent aujourd'hui à des performances écologiques. En contrepartie, une capacité pour les opérateurs immobiliers en particulier à une certaine inventivité, de sortir un peu, d'essayer de sortir des normes, de sortir d'un certain nombre de contraintes, au motif que l'on va aller plus loin sur les questions écologiques. Il y a différentes questions et je sais que je vais donner la main en fait à des personnes qui l'ont levé pour pouvoir la question, mais j'ai des questions par écrit, je vais vous poser d'abord et qu'il y en a deux qui se rejoignent en fait. C'est comment les habitants ont reçu ces stratégies? Est-ce qu'ils y ont vu un atout immobilier? Et est-ce qu'aujourd'hui on a estimé les bénéfices ou les bienfaits pour les habitants ou les agriculteurs de Languedoc de telle initiative? Alors, les bénéfices, on a, si vous voulez, essayé de faire une évaluation. Mais l'évaluation, c'est compliqué parce que l'évaluation ne peut pas être, comment dirais-je, confondue avec le contrôle. C'est-à-dire, souvent on appelle l'évaluation, c'est la mesure de l'écart avec une norme ou un gabarit préalablement établi. Nous refusons ça. C'est-à-dire, nous refusons de dire voilà l'objectif et voilà l'écart que nous avons entre l'objectif fixé et la réalité à laquelle nous sommes arrivés. Nous préférons travailler sur la notion d'évaluation dans le sens premier du mot, c'est-à-dire la mise en perspective des valeurs. Et qu'est-ce que ces perspectives en valeur? Et c'est pour ça qu'on me dit souvent, mais monsieur le maire, ça doit vous effondrer le résultat des élections. Mais non, parce que justement, j'ai même écrit un bouquin là-dessus, c'est-à-dire, citoyens, engagez-vous. Je suis verni, hein, 81% des électeurs se sont présentés aux élections au premier tour. Ont été votés au premier tour, 10% de la population s'est présentée aux élections. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est le choc des valeurs, et c'est dans les valeurs, si vous voulez, que se déroule, je pense, le sens d'un village, beaucoup plus que dans la mesure de l'écart avec une norme ou un gabarit préalablement établi. Moi, ce qui m'avait frappé, Daniel, c'est qu'il y avait, pardon, c'est qu'il y avait eu beaucoup puisque ça avait été très collaboratif finalement la conception, qu'il y avait beaucoup premièrement d'habitants qui s'étaient mobilisés pour participer à la programmation comme celle que vous avez sous les yeux en fait, donc pour voir quelle parcelle pouvait devenir quoi. Et aussi, vous m'aviez dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux, de postulants qui avaient tapé à la porte en fait de Languedoc pour éventuellement s'y installer. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, parce que ça donne beaucoup d'envie, aujourd'hui à des gens qui ont les valeurs dont vous parlez, justement, de venir les partager sur de telles communes aussi. Alors, je me méfie beaucoup de cette approche parce que, et j'ai eu tort d'ailleurs, parce que j'aurais pu faire un village écolo avec que des gens d'accord avec moi. Or, on n'a pas eu du tout cette stratégie-là. C'est-à-dire, on a voulu travailler avec des opérateurs sur du logement social très écologique. Bon, donc le logement social, par définition, ce sont des gens qui sont de passage, qui vont être là pendant un certain temps, mais qui ne sont pas propriétaires. Donc, l'opérateur me disait déjà, d'ailleurs, il y a quelque temps, c'était très drôle, quand on attribue un logement chez vous, c'est pas rare que les personnes nous appellent en nous disant merci, c'est gentil, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un logement comme tout le monde?
avec l'idée que les gens allaient habiter dans des logements très différents. Et donc, on vient habiter à Langouette, pas parce qu'on est écolo, on vient habiter à Langouette parce qu'on cherche un terrain aux portes de Rennes et que ce terrain est pas cher, que la commune. Et donc, la sélection se fait pas par l'adhésion au projet, mais se fait par les revenus. Et d'ailleurs, il y a une stricte interdiction, dans mon mandat c'était comme ça en tout cas, une stricte interdiction aux élus, à la fois d'être candidats à la construction, à la fois que leur famille soit candidat à la construction, à la fois que leurs amis soient candidats à la construction. Et c'est le notaire qui, sur la base d'un cahier des charges précis, par exemple des enfants, le revenu surtout, l'accession sociale à la propriété, qui fait que les personnes se retrouvent acquéreuses d'un projet. La seule différence, c'est que, mais ça, plus on va dans le temps, plus c'est simple. C'est-à-dire qu'avant, on voyait des gens qui étaient en accession sociale à la propriété, mais qui étaient inquiets d'être dans une maison écolo. Ça les effrayait. Ils ne voulaient pas se distinguer, ils ne voulaient pas se faire remarquer, ils voulaient avoir une maison de catalogue, comme tout le monde. Là, maintenant, ce qui change, c'est que l'expérience fait que il y a beaucoup moins de problèmes à avoir une maison en bois, beaucoup moins de problèmes d'avoir des matériaux biosourcés, beaucoup plus du tout de problèmes à dire que on ne veut plus de peinture à l'intérieur avec des composés organiques volatiles. Et on est même, ce qui est pour moi la plus grande satisfaction, on est même arrivé à dire aux gens, mais est-ce que vous voudriez pas des toilettes sèches, et que les gens, face au design qui leur était présenté sur les toilettes sèches, on dit OK, on y va. Ce qui est évidemment une solution pour nous, parce que nous essayons de faire deux choses au moins, c'est que, un, la maison ne coûte rien, et deux, que la maison puisse rapporter, qu'elle puisse être aussi, qu'elle puisse être source de revenus, que ce soit des revenus locatifs, que ce soit des revenus d'énergie, voilà, de concevoir la maison non pas comme un coût, mais comme une ressource. Daniel, il y a une question de M. Gras. Donc, André, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, oui. Oui, bonjour, notamment Daniel QF. Merci de nous faire partager son expérience. J'avais trois questions. Une concernant le stockage d'électricité, en fait. Vous avez un acheteur final, vous disiez, donc Enercop, mais est-ce que vous avez songé à stocker? Est-ce que ça peut se faire? De quelle manière? Est-ce que vous comptez, est-ce que vous avez mesuré la production d'un tracker, ou est-ce que c'est peut-être trop tôt encore pour l'instant? Et troisième question, est-ce que vous auriez souhaité installer d'autres trackers? Je dis vous auriez souhaité, puisque vous vous ne serez plus aux commandes de la collectivité. Donc voilà mes trois questions. Oui, pendant tout un temps, nous avons tourné autour de la question du stockage. Nous avons travaillé sur des blockchains en particulier. Nous avons essayé de voir comment on pourrait stocker l'énergie, pour s'apercevoir en fait que, en tout cas dans notre projet, stocker l'énergie n'avait pas de sens si on trouvait un client qui était capable d'utiliser cette électricité. Et donc le stockage, c'est en fait l'usage. Et avoir un usage pertinent, évidemment. Pas dépenser de l'électricité pour dépenser de l'électricité. Donc on va voir ce que ça donne. Je pourrais demander à Eric de vous fournir la fiche technique pour que vous ayez la production réelle du tracker, puisqu'elle a été calculée, orientée, etc. Donc, je transmettrai ces données-là, je les ai pas en tête, mais on a réfléchi à cette notion-là. Si nous devions, si nous réussissions un peu cette démarche-là, nous aurions, à un moment donné ou à un autre, dans le cadre de l'autonomie énergétique du village, intérêt à stocker, notamment pour ce qui est de l'éclairage public ou de l'électricité la nuit. Donc, on aurait intérêt à travailler cette chose-là. Nous avions la possibilité de le faire. La société OKWin, qui a construit le tracker et inventé avec nous, co-inventé avec nous le procédé d'autoconsommation collective, préconisait en fait l'achat de batteries de Zoé usagées et d'en faire des batteries de stockage au moment où nous aurions trop d'énergie. Donc ça reste une question pour nous.
Très bien. Je vois qu'il y avait une question de Leslie aussi qui se demandait, le document Cradle to Cradle auquel certains promoteurs ont adhéré est-il une sorte de charte? Si oui, peut-on le trouver sur le site de la mairie? Donc, ça sera notre dernière question pour fournir notre délai. Vous voulez que je réponde en fait, Daniel? Oui, oui. Rapidement, en fait, le Cradle to Cradle, en fait, c'est la norme internationale de l'économie circulaire qui permet justement de mesurer le degré de non-toxicité, circularité et aussi l'impact sur l'eau, la santé et le social en fait d'un produit. Et aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont construits selon ce référentiel-là. Donc, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a aussi des vidéos qu'on a faites dans la saison 1 des webinaires ABC si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes intéressé, Leslie ou d'autres, vous pouvez m'écrire sur contact@upcyclea.com et je vous enverrai les liens ou les documentations qui répondront plus précisément à votre question, compte tenu du temps imparti. Et aussi, juste pour dire que dans le travail qui avait été fait, lancé par Daniel QF en 2017, je pense sur l'étude qui a amené à cet aménagement du centre-bourg de Langouette et ensuite à des différentes réalisations, il y a tout un travail qui avait été fait, qui était aussi autour d'un travail de partage, Daniel. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment que ce travail, ce qui avait été fait, puisse ensuite partager auprès de qui le souhaitent. Et ce dossier existe et est partageable, j'imagine, toujours. Donc là aussi, si des personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter ou contacter Daniel, et puis on partagera. Le but de Daniel a toujours été de faire bénéficier le plus grand nombre des explorations et des innovations. Très bien. Mais écoutez, je vous propose, il est 15h03, je propose de nous quitter là-dessus. Merci Daniel de vous être rejoint à nous. Merci à tout le monde. Une vingtaine de personnes étaient sur l'appel. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bonne continuation aux uns et aux autres. Et merci Daniel encore d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.